Bonjour, je suis là juste pour exprimer mon grand amour à ces trois personnes. Elisabeth Lebovici, Le Bovis, que je lis avec joie, qui me donne de l'énergie, grande critique d'art, journaliste, écrivaine, et une des rares critiques d'art dont le livre a produit une exposition, exposée, qui était au Palais de Tokyo jusqu'à récemment. Et voilà, merci beaucoup Elisabeth pour avoir accepté de modérer la conversation avec deux cinéastes dont le travail m'est presque intime, que je connais, que je suis. Johanna Hadji Thomas et Khalil Joresh sont des plasticiens, des penseurs, des éducateurs et des cinéastes. Ils travaillent toujours ensemble. Peut-être à un moment donné, Khalil dévoilera la nature de notre relation. Je l'ai traumatisé à l'école quand on était enfant. Il s'est vengé, il est devenu célèbre, il a travaillé avec Catherine Deneuve et moi je ne suis rien. Voilà, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et merci à Paul d'avoir ouvert cette journée incroyable. Et il se trouve que moi aussi, j'avais été assez embêtée par la phrase « Le documentaire a-t-il un genre ?» Ça m'avait posé beaucoup de questions. J'étais très énervée contre ce titre et j'en ai beaucoup voulu à Rachat d'abord. Et puis, en fait, je vous ai eu au téléphone, Khalil et Johanna, et en fait, je me suis aperçue que le titre ne leur déplaisait pas, à condition qu'on l'examine un tout petit peu. Alors, on va faire une espèce d'examen, justement, critique pendant notre séance. Parce que, en fait, c'est pas le documentaire « Est-il un genre ?» qui est une phrase tellement banale qu'elle est déjà à la poubelle avant d'être prononcée, que le documentaire « A-t-il un genre ?» qui, finalement, est assez intéressant. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il ? Bon, il y a quelque chose d'une attribution. Hein. On a les yeux noirs, on a un téléphone portable, c'est assez possessif. C'est aussi un état transitoire. Aujourd'hui, j'ai les yeux rouges, donc on a les yeux rouges. Alors, ces petites remarques sémantiques pour repréciser un petit peu notre position. Le documentaire a-t-il un genre ? Bon, étymologiquement, donc, avoir, c'est aberrer, tenir, occuper, habiter et, selon Marx, posséder. Le verbe avoir étant chez lui toujours utilisé sous sa forme positive et politique. L'avoir pour le capital. Ben, c'est ça en fait que je trouve que vous remettez complètement en cause. Hein, cet état assez massif de la possession du genre. Pour ce que je connais de votre travail, en tout cas, cet avoir, il est toujours un peu transitoire, temporaire et peut-être aussi très contradictoire. Alors, voilà, c'est ça dont j'aimerais qu'on parle un tout petit peu aujourd'hui. Et pour liquider les choses de la façon politique dont on peut introduire les choses. Donc voilà, vous vous identifiez, tu t'identifies, Johanna, comme une femme, tu t'identifies, Khalil, comme un homme, peu importe ce que ça veut dire. Vous êtes un couple, vous vivez ensemble, vous travaillez ensemble, et voilà, c'est fait, c'est dit, et on peut passer à autre chose. Alors... Moi, quand on m'a dit, donc, et puis après, je vais leur laisser la parole, je fais cette introduction, le documentaire a-t-il un genre ? J'ai tout de suite pensé à Ici et ailleurs de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville, qu'on a traduit avec quelqu'un qui est ici aujourd'hui en anglais. Et c'était un moment assez difficile, n'est-ce pas, Catherine Ruello ? On a traduit donc Ici et ailleurs pour Jackie Reynal au cinéma Bleecker Street. Et donc, elle nous avait, comme elle n'avait pas les moyens de faire des sous-titres, c'est nous qui disions la traduction. Et c'était vachement compliqué. Et justement, au moment où il y a tous ces « a », on n'y arrivait pas en anglais. Voilà. Et donc, il y a un moment dans ce film où tous les deux regardent les combattantes palestiniennes, on y pense aujourd'hui, filmées dans leur vie quotidienne, leurs débats, leur entraînement et leur mort, où en fait Godard est pris en flagrant délit de male gaze par Miéville, puisqu'il regarde un certain nombre, vous connaissez cette séquence sûrement, il regarde un certain nombre de combattantes et il parle de leur fierté, de leur effort, de leur justesse, etc. Et en particulier une combattante, et Miéville lui envoie immédiatement à la gueule « Mais tu oublies de dire qu'elle est belle ». Hein, vous vous souvenez de cette histoire, et qu'en fait, voilà, qu'elle est un objet de désir. Et ben voilà, c'est là où je voulais introduire « Je veux voir ».
le film que vous avez réalisé donc avec Catherine Deneuve et Rabih Mroué. Je crois qu'on pourrait voir d'abord un extrait, hein, à moins que vous ayez envie d'ajouter quelque chose à cette longue intro. On peut y aller avec l'extrait déjà. Et ça, c'est la frontière? Oui, c'est la frontière. La petite route là, c'est qui nous rapproche le plus d'Israël là-bas. Elle a un statut flou pour l'instant. C'est-à-dire? Normalement, c'est interdit de marcher là-bas, mais on a eu l'autorisation juste pour le film. Peut-être parce que vous êtes avec nous. Ça va être étrange de marcher là. C'est un sentiment bizarre pour moi. Fais attention. C'est un trou d'obus. Qu'est-ce qu'on fait là? Donc, on en est là. Ah, je veux voir. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, Je veux voir, c'est un film qu'on a tourné juste après la guerre qui est de 2006 entre le Liban et Israël. Juste après, nous avons vécu cette guerre un peu à distance parce que moi j'étais jurée dans un festival à ce moment-là et on n'était pas au Liban. Et après, on n'a pas pu y retourner. Et on a vu toutes ces images donc de la guerre télévisée comme ça par les écrans et on se disait, mais il y a beaucoup d'images, mais elles n'arrêtent pas les choses. Elles n'ont pas ce pouvoir. C'est pas qu'on ne sait pas, c'est pas qu'on n'a pas vu. On voit très bien, mais ça n'arrête pas les choses. C'est quelque chose qui continue. Et puis, quand on a pu enfin aller à Beyrouth, au Liban, on a été au sud pour filmer. Et là, on a posé un trépied sur cette frontière exacte qu'on voit dans cet extrait. Et on a provoqué un incident. Tout le monde est venu entre la FINUL, le Hezbollah, l'armée. Voilà, on nous a évacués rapidement pour ne pas causer de problème. Et c'est là où on s'est dit avec Khalil, parce que nous, on aime bien les interventions dans les films aussi. Comment on pourrait faire quelque part pour poser un trépied ici et peut-être ouvrir une route, parce que notre travail de cinéaste ou d'artiste, ou comme on voudrait être appelé, c'est surtout de négocier avec ce réel et de repousser un peu les limites. Et c'est là où on a eu cette idée d'inviter Catherine Deneuve à venir avec nous pour interroger un petit peu d'abord le statut des images. Si tout d'un coup, ces ruines qu'on ne voit plus, ces guerres qu'on regarde à distance, si tout d'un coup il y avait une figure tout à fait inattendue qui venait avec nous pour les montrer, est-ce que les gens les regarderaient différemment? Est-ce que ça créerait une dissociation qui tout d'un coup pourrait faire en sorte qu'on regarde ce qu'on ne sait plus voir? Et Catherine, bien sûr, elle était tout à fait contente de faire ça avec nous. Elle a joué totalement le jeu, et c'est à travers ce moment-là, on s'est dit, et si on amenait Catherine et une équipe de cinéma, est-ce qu'on peut ouvrir une route? Comment on fait? Est-ce qu'on peut gagner un peu de territoire, même si ce territoire est symbolique, bien sûr? Bien sûr, la présence de Catherine amène avec elle une histoire du cinéma, mais aussi une fiction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle peut jouer qui serait crédible? Et c'était une question qui, dès le début, nous a
nous a interrogés parce que quel genre de personnage, quel genre d'histoire pouvait-elle incarner, alors que nous, ce dont on avait besoin, c'était de sa présence. Et le fait qu'elle joue, Catherine, c'est en soi aussi une forme de représentation. Bien sûr, il fallait aussi invoquer une autre histoire, notre histoire, parce que Catherine invoque une histoire du cinéma, mais notre histoire, c'était avec Herbie Amroué, qui est un acteur, un performeur, un artiste avec qui on a énormément travaillé. Et il fallait, d'une certaine façon, provoquer une réaction chimique dans un certain contexte. C'est-à-dire que c'était très important qu'il y ait qu'on essaye de les mettre en présence pour qu'il y ait comme quelque chose qui puisse advenir. Et là, je voudrais faire un parallèle avec quelque chose du film de Paul, parce que c'est un autre extrait dont on n'a pas parlé. C'est sur la façon dont on constitue des dispositifs qui vont créer quelque chose. Bresson dit qui advient dans le réel. Toi, tu aurais utilisé peut-être le mot vérité. Moi, je dirais performatif. Enfin, il y a une performativité qui est très grande. Voilà, c'est quelque chose qui permet aux choses d'advenir. Dans le film Orlando, il y a donc une scène où on voit un fond d'écran se mettre en place, un décor se mettre en place, puis petit à petit, tous les éléments, même la neige artificielle. Cette artificialité, néanmoins, qui sont les outils du cinéma, arrivent à parfois, quand ça marche, provoquer quelque chose auquel on arrive à croire pendant un certain moment, comme d'ouvrir une route. Ça a créé un moment, c'est un peu symbolique peut-être, c'est peut-être qu'un seul moment de joie ou d'espoir, où on a l'impression en tout cas que les choses peuvent advenir. Mais très vite, ils ne peuvent plus continuer, n'est-ce pas? Très vite, ils s'arrêtent. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais bon, on a quand même gagné cette petite portion de terrain. Ça fait un film. Oui, mais ça c'est fait vrai un film. Et ça interroge la condition même du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma permet ça. Permet que des choses puissent advenir, que le réel puisse advenir à l'intérieur, qu'on puisse faire des choses et penser que ça peut exister. Mais la performativité dont tu parlais, justement, elle est extrêmement importante, particulièrement dans ce film, parce que, évidemment, quand on vient faire un film comme ça, même avec une star de cinéma, et peut-être parce qu'il y a une star de cinéma, il faut absolument garder la fragilité et la précarité des choses. C'est-à-dire que pendant qu'on tournait, on a tourné 6 jours, c'était très court. Catherine nous a offert sa participation et elle a tout à fait marché, comme tous les autres d'ailleurs, sur cette idée que personne n'avait le scénario. Nous, on avait fait un dispositif, on savait à peu près ce qu'on voulait, mais c'est un film, justement, si on veut parler du genre, qui est entre le documentaire et la fiction. Il n'y a pas de définition à ce stade. Voilà, on ne définit pas, c'est une performativité constante. Nous-mêmes, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, quoiqu'on essaye de mettre un cadre très précis pour voir ce qui va se passer. Et ça advient et on lâche prise. Et en fait, c'est ça, l'avoir dont tu parlais, le verbe avoir, posséder. Nous, on voulait être totalement dans la dépossession des choses, c'est-à-dire désapprendre totalement même ce qu'on aurait voulu faire pour se mettre au service de ce qui allait se produire. Et c'est fascinant de voir que c'est un corps au statut extrêmement étrange, parce que Catherine Deneuve, c'est à la fois une fiction, une icône, un sujet, une subjectivité. Enfin, c'est tout ça à la fois. Et c'est ce corps-là qui va porter l'action. Oui, alors tout à l'heure, je crois que c'est Fabrice qui a utilisé le mot géologie. Ouais. Il y avait ce côté chez Catherine de actrice palimpseste, en fait. Quand elle arrivait portant, et c'est ce qu'on voulait à tout prix, tous les autres rôles qu'elle avait joués. Il y a un passage, d'ailleurs, très explicite sur Belle de jour. Il y a des références constantes à l'histoire du cinéma, dans ses positions, dans la façon... Parce qu'elle transporte ça, elle va charrier tout ce qu'elle est et arriver ici avec ce visage qu'elle a, Catherine, où on peut, elle est si loin, si proche, quelque part. Et cette disponibilité qu'elle a, elle ne cherche pas à remplir le vide. Et ça, c'était extraordinaire. Ce vide, elle ne le remplit pas. Elle n'est pas tout le temps en train de commenter ce qu'elle voit. Et donc, elle garde un espace énorme pour le spectateur. Oui, parce qu'elle est sans arrêt en train de poser des questions. En fait, elle cherche. Hein ? Oui.
Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est justement l'espèce de déflation de l'actrice qui va demander aux réalisatrices, réalisateurs, et là, qu'est-ce que je fais? Mais tout d'un coup, c'est autre chose qui se passe. Et ça, c'est assez incroyable. Et quand même, il y a cette espèce de rapport de force qui s'établit entre le pouvoir de l'icône, de l'actrice, etc., et le pouvoir de la frontière. Hein. Et tout ça, comme tu l'as dit très justement, c'est ça que j'ai trouvé très beau. Tout d'un coup, la géographie, ça devient du temps. Hein, ça devient le temps du film, quoi. Ça devient ce temps gelé, ce petit temps donné, ce petit temps que vous qualifiez de transitoire. Je sais que vous parlez beaucoup de ça, finalement, l'idée de définir un territoire où la géographie part du temps. En fait, on a toujours voulu imaginer que le territoire pouvait échapper à la géographie. Même dans cette petite route, elle est dans un entre-deux, elle est dans une frontière, elle est entre deux frontières presque. Elle est ni là ni là. Pour reprendre aussi Godard, parce que Godard, il a tout dit, notamment, il a dit à un moment que le cinéma était un continent en plus. Donc, il y avait cette idée que le cinéma pouvait permettre d'être un lieu autre. Et nous, l'enjeu, l'empathie qu'on pouvait en voir avec les personnes, etc., ce n'était pas simplement dans la notion de territoire à cause d'une proximité géographique, mais c'est de penser qu'on pouvait être contemporain, c'est-à-dire partager une même temporalité, une même préoccupation, un même... on dirait, nécessité à certains moments. Et c'est ce qui nous permet de nous déplacer d'un territoire géographique où on va être ramené à des identités nationales ou régionales, etc., donc des petites choses, à quelque chose où on a un intérêt commun et à partager. Je crois que c'est aussi parce que quand on vit des guerres, il y a entre l'horreur, la tristesse, la rage, il y a surtout cette idée qu'on n'est pas vu. En fait, nos visages ne sont pas vus. Il n'y a pas d'identité révélée. Il n'y a pas de noms, d'histoires qui sont racontées. Il n'y a plus de définition, ou alors il y a la définition de la victime. Et en fait, ce film-là voulait à tout prix travailler autre chose, ramener, comme disait Khalil, une contemporanéité, une modernité là où elle est très souvent niée dans nos territoires, en fait, dans nos régions, chez beaucoup, au-delà des frontières, des géographies. Et en fait, cette rencontre, justement, c'était extrêmement important que Rabia et Catherine se rencontrent, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une rencontre entre deux individus, deux personnes, dans le sens où il ne représente pas tout le monde, il ne représente que lui-même et nous un peu. Oui, mais il ne vous représente pas, c'est pas un couple qui vous représente en tant que couple du tout. Et ça aussi, c'est important. Voilà, et elle ne représente pas, elle n'est pas une ambassadrice qui va venir dire « Ah, regardez ce qui se passe ». Non, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est ils se rencontrent vraiment au début du film. Ils ne se sont jamais vus, ils se rencontrent devant nos caméras, ils s'embarquent dans ce voyage et ils apprennent petit à petit à se parler. Lui ne parle pas très bien français, mais c'est aussi l'idée qu'ils ne vont pas tout le temps discuter et qu'ils vont vivre l'expérience. Et elle charrie aussi avec elle ramène pas seulement son histoire, mais aussi son histoire personnelle, parce que c'est un voyage qu'elle devait faire avec sa sœur, qu'elle n'a jamais eu l'occasion de faire. Donc, il y a quelque chose qui performe aussi chez Catherine ici, dans ce film. Et donc, tout d'un coup, l'idée, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir se rencontrer ? Et stylistiquement, c'est à ce moment-là qu'on accepte la figure du chant contre chant, qu'on n'avait pas du tout travaillé tout au long du film. À un moment, à la fin du film, il y a un chant contre chant, ils se regardent, elle le voit, en fait. Et il la voit aussi. Et la fin du film est absolument fascinante d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, je veux voir. C'est absolument fascinant parce que donc c'est un dîner chez l'ambassadeur, si j'ose dire. C'est exactement ça. Il y a des Rocher, Ferrero et tout ça. Et il y a l'ambassadeur. Et on voit, mais alors c'est quand même une grande actrice, Catherine Deneuve, et Rabli Mouroué aussi, parce que tout d'un coup, Catherine Deneuve redevient Catherine Deneuve. C'est-à-dire retour à l'envoyeur. Hein. Il y a quelque chose, elle regarde
Elle regarde autour d'elle et on a compris elle s'était remise dans ses chaussures à talons de Catherine Deneuve. Il y a quelque chose qui s'est... Et quand tu parles de moment transitoire, pour moi, c'est ça aussi, c'est cette fin de film où il y a effectivement, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Cette soirée est en elle-même complexe, parce qu'en fait, il fallait une raison pour que Catherine vienne au Liban, donc on a dit qu'elle venait pour un gala. Mais c'est nous qui l'avons organisé, ce n'était pas... Et comme on a organisé un gala où il y avait Catherine Deneuve, l'ambassadeur a voulu être là absolument. Donc il a joué il a accepté de répéter, de travailler. L'ambassadeur qui voulait absolument pas qu'elle vienne. C'est-à-dire au début, il pensait qu'on blaguait. Et puis tout d'un coup, quand il a compris qu'elle venait vraiment, ils se sont mis à nous appeler en nous disant comment elle peut pas venir, c'est pas possible. Et ils nous ont envoyé un garde du corps. Bernard, qui joue un rôle très important dans le film, parce qu'on leur a dit, bon, il vient, mais il joue dans le film. Et il s'est beaucoup pris au jeu, d'ailleurs, Bernard. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui était de l'ordre de la fiction, mais qui est devenu réel, puisqu'il y a eu véritablement, ça a été pour une soirée de fundraising pour une association pour de la réinsertion de drogués. Et néanmoins, il fallait que quelque chose puisse advenir à l'intérieur de ça, et savoir si, après tout ce voyage, est-ce qu'il se passerait un retour de la fiction possible après tout ce voyage. Alors, il y a une raison qu'on n'a pas précisée. Pour nous, une énorme catastrophe, et là, je vais citer Jalal Toufi, qui est un auteur et un artiste irakien, qu'on aime beaucoup. Il reconnaît une catastrophe par le fait qu'il y a ce qu'il appelle un retrait de la tradition, c'est-à-dire qu'il y a un trou. Il y a une rupture. Hannah Arendt parlait aussi dans son introduction à cette rupture et où on est continuellement poussé et que le pont est effondré. Donc on se retrouve devant un trou béant et une façon de pouvoir prendre son élan, c'est d'invoquer une autre histoire. Une histoire, fût-elle l'histoire du cinéma. Et s'il y a la rencontre entre une histoire, celle de Catherine, et notre histoire avec Rabia, peut-être à ce moment-là, on peut continuer et trouver des raisons de croire en ce monde. Donc c'était un peu aussi l'idée de... C'est-à-dire que quand il y a une guerre se passe, le réel devient très très lourd. Il faut... Tout le monde commence à enregistrer, témoigner à juste titre. On fait des films très engagés, très militants. Et nous, en fait, tout d'un coup, on s'est dit, il faut absolument qu'on désobéisse à ça, en fait. Il faut qu'il y ait le réel, mais qu'il y ait aussi le retour de la fiction, parce que ce serait notre droit, en fait, de ramener la fiction là où elle n'est plus admise, là où on ne peut plus faire de la fiction à ce moment-là. Il faut absolument qu'on porte tout ce réel. Et Khalil, il n'arrêtait pas de dire à l'équipe, mais est-ce qu'il va y avoir le retour de la fiction? Et personne ne le comprenait. On lui regardait comme, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et en fait, Catherine, elle, par contre, elle a très bien compris. Donc, dans la scène de fin dont tu parles, tout d'un coup, elle est donc avec l'ambassadeur qui lui dit, et comment on tourne un film? Vous avez beaucoup répété et tout ça. Donc, et elle, à un moment, elle se tourne vers Rabia et elle lui fait un vrai regard de cinéma. Absolument. Un vrai regard où on voit très bien qu'elle joue et on voit très bien ce qu'elle joue, et elle est extraordinaire parce qu'elle a compris, elle, qu'il faut, pour nous sauver à nous, il faut le retour de la fiction pour qu'on ait le droit de rêver de nouveau. Qu'on ait le droit de montrer. Pour le droit à la joie aussi, oui. Très, de façon de l'espoir, de la proposition, de la performativité. On pourrait... Ouais. Est-ce qu'on coupe et qu'on passe à la deuxième étude de cas? Nous étudions des cas. Voilà. Ouais, parce que tout d'un coup, moi j'avais mis deuxièmement, porter un corps dans un lieu, ça c'était je veux voir, promener un corps dans un lieu, la promenade de la fusée. Oui, alors je fais une petite introduction avant de montrer l'extrait, ou pas, je ne sais pas. Mais disons que voilà, ce second film dont on va parler s'appelle Lebanese Rocket Society. Et oui, en fait, on va montrer la bande-annonce, comme ça vous verrez. On a pensé vous montrer la bande-annonce plutôt qu'un extrait. أهلا بكم في متحف النادي اللبناني للصواريخ Lebanese Rocket Society. Les Libanais auraient un jour rêvé de conquête spatiale, on a du mal à y croire.
Au tout début des années 60, pendant que la NASA terminait ses préparatifs pour envoyer sa première fusée Apollo dans l'espace, un petit groupe d'étudiants de l'université Haït-Gazian, mené par Manoud Manoubian, a lancé des fusées dans le ciel libanais. This is the very beginning. We start from scratch with tiny little rockets. It was an enormous accomplishment. Ce projet spatial était devenu un projet national. I looked at my students and said, now we can look at larger rockets. Les boys et les fusées, c'était une bonne histoire. And at that point, we decided to call it the Lebanese Rocket Society. Les choses changent. L'armée prend petit à petit le pouvoir. I was very leery of the rocket project. Our rocket had a very long range, which I assumed concerned countries surrounding Lebanon. Israelis were looking at it, and the Syrians were looking at it, everybody's looking at it. And I thought, this is something that has to stop. Aujourd'hui, l'histoire du projet spatial libanais paraît presque impossible. Alors, une idée un peu folle. Offrir la reproduction à l'échelle de la fusée Sidr 4 à l'université où tout a commencé. Ce rêve d'espace, je veux le partager avec d'autres. Et ce rêve ne s'arrête plus. طلع هون بالصورة بقول أنا شو كاين غشيم بس مصور الدخان ماشي ما في صاروخ. J'adore. C'est quand même un trailer vachement optimiste. Hein. Là, c'est waouh. C'est la conquête. Ouais. En fait, il fallait à tout prix produire des images un peu différentes, disons. Parce qu'on travaille beaucoup, nous, sur les représentations, sur comment nous sommes représentés, comment nous nous représentons finalement nous-mêmes par le biais, le prisme de ces représentations, parfois même en contradiction ou en réaction. Et quand on a entendu parler de ce projet spatial qui a vraiment eu lieu dans les années 60, tout ça, au début, ça paraissait vraiment comme impossible. Pourquoi, d'abord, si ça avait vraiment eu lieu, on n'en parlait pas? Parce que c'était totalement oublié et pas du tout présent dans l'histoire, même de nos conversations. Et puis ensuite, cette idée-là de tout d'un coup, jouissive, de produire des images qui ne nous ressemblaient pas du tout, qui ne ressemblaient pas à ce à quoi les gens s'attendaient. Et puis surtout, si on tape Rocket sur Internet, bon, c'est tout de suite les fusées du Hezbollah contre les uns les autres, Israël ou je ne sais quoi. Donc c'est surtout tout de suite quelque chose de la guerre. Et tout d'un coup, on s'est dit, et voilà, on a aussi produit des fusées qui étaient, en tout cas pour eux, qui les produisaient à l'époque, pour la science et l'éducation. Et surtout, ils se pensaient totalement contemporains du reste du monde dans cette recherche. Alors, comme le disait Joanne à l'instant, ces personnes ont fait ce projet parce que c'était des rêveurs. Dans les années 60, les rêveurs, c'était des gens qui voulaient changer le monde. Et donc, ils imaginaient que par la science, ils construisaient la paix. C'était l'intitulé même de ce projet qui a été fait. Le monsieur le plus âgé, c'était un révérend protestant qui, donc, dans l'enceinte de son université, un groupe d'Arméniens venant de partout dans le monde arabe a conçu pour la paix et la recherche des fusées. Et ils étaient assez bons. Aujourd'hui, si on mettait juste avant fusée libanaise, etc., on avait un missile. C'est-à-dire qu'il y avait une mésentente sur la possibilité même de ce que ça pouvait être que ce projet. C'était peut-être une des raisons pour lesquelles ce projet ne pouvait plus résonner dans nos pensées. Ne correspondait pas à l'image que nous avions même de nous-mêmes, pas seulement à ce que l'image avait, ce que les autres avaient comme image de nous. Et je pense que c'est ça le cœur de comment reprendre quelque part, arrêter les définitions. Et surtout celles qui nous sont imposées, et tout d'un coup prendre la liberté de faire des fusées. Bon, ça c'est un exemple, les fusées. C'est un exemple vachement important parce que donc vous fabriquez une fusée qui ne marche pas, enfin je veux dire qui n'est pas lancée,
C'est une sculpture, en fait. Ce qui va poser des problèmes immenses, d'ailleurs. Ça se voit un peu dans le film. Ouais. Parce que notre décision, en fait, on fait la première partie du film, on raconte toute l'histoire. Parce qu'au départ, on pensait qu'on n'allait pas trouver les documents. On pensait au départ que... Parce qu'il n'y avait pas de documents, on ne trouvait rien. Donc, voilà. Vous avez aussi un discours sur les archives au Liban qui est aussi... L'image manquante, c'était quand même... On a beaucoup travaillé sur l'absence d'image, l'histoire qui ne se raconte pas, tout ça. Donc, c'était presque normal qu'il n'y ait plus rien de tout cette aventure. On ne trouvait rien au Liban, mais quand on rencontre Manouk Manoukian, donc le père du projet, qui vit à Tampa, qu'il accepte de nous recevoir, parce que ça a pris un temps. Il s'est dit, c'est quoi ces deux Libanais qui veulent tout d'un coup me reparler de mon projet de fusée voilà, et c'était très... Et puis qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il est professeur de mathématiques, toujours. Et il fait d'ailleurs des fusées avec ses étudiants, mais voilà, il continue son rêve. Mais il nous a ouvert son bureau, et là, il avait absolument tout. Tous les documents, il n'y avait plus du tout d'images manquantes, toutes les images étaient là. Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on raconte cette histoire. Et donc, on a vraiment raconté toute l'histoire jusqu'à l'arrêt, bien sûr. Vous voyez bien pourquoi ils arrêtent, les Libanais, de faire des fusées qui peuvent devenir des missiles plus tard. Et puis, on s'est dit, mais... qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On ne va pas seulement parler du passé, on ne va pas rester sur cette note nostalgique de voilà comme on était, tout ça. Et c'est là où on décide, avec Khalil, de créer une fusée, la reproduction identique, et surtout de lui faire traverser les rues. Donc c'est votre Catherine Deneuve, là. D'une certaine... Oui. Il y a quelque chose aussi d'un peu performatif, parce que pour faire passer une fusée, c'était quasiment impossible. Alors cette fusée, on en a fait deux. On en a fait une à l'invitation de Racha Salti, d'ailleurs. C'est la marraine de la fusée. Pour la Biennale de Sharjah. Donc c'est dans le monde de l'art et dans le monde de l'éducation, on reconnaît cette fusée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un projet pour la paix. Et donc il fallait, tout le monde, quand on a reconstitué cette fusée, il fallait la transporter pour aller la mettre. Mais nous, on refusait de la transporter en pièces détachées. On voulait la faire traverser comme elle traversait dans les années 60. Parce que dans les années 60, elle partait du collège à Egazian et elle allait à Dbaïé, et c'est un lieu un peu en hauteur, et elle était envoyée à ce moment-là. Et là, il se trouve que cette usine où on a construit la fusée était à Dbaïé, au même endroit. Donc on voulait à tout prix qu'elle revienne de la même manière, sur un camion et au vu au-dessus de tous. Et donc ça, ce sont des stratégies en tout cas, à l'époque, on avait peur de tout le monde. C'est-à-dire, on avait peur à l'intérieur du pays, mais aussi de nos voisins, qu'il y ait une mésentente sur ce que c'est. Et or, nous ne pouvons pas parler avec tout le monde, donc il fallait utiliser de différents stratagèmes pour qu'il n'y ait pas une réaction. C'est pour ça qu'on nous voit à la télé, en fait. On passe sur les télévisions, on commence à raconter ce qu'on est en train de faire pour que les moteurs de recherche des uns et des autres, on va chez les ambassadeurs, parce que personne ne voulait nous laisser passer cette fusée. Passer avec une fusée en plein Beyrouth, j'imagine que c'est un peu embêtant. Mais c'était là, justement. C'était là la négociation. C'est là où il faut négocier pour que ça se passe, quoi. Donc c'est une intervention sur des territoires, dans un territoire, et où on essaye de rendre possible certaines choses, parce que sinon, on a l'impression que les significations et s'amenuisent. C'est-à-dire que notre territoire est en train de se réduire et de rétrécir comme une peau de chagrin, et où on va assister donc de plus en plus à des mésententes, et qui nous empêcheraient de continuer de pousser. Mais vous parlez de ce film comme d'une négociation avec la réalité. J'aimerais bien qu'on continue à penser cette question-là, justement. Alors, négocier pour faire passer la fusée, mais aussi négocier parce que finalement, il y a cette négociation d'images. Hein, il y a des images d'archives dont vous parlez, et vous m'avez dit très souvent que c'est impossible de faire appel à des images d'archives au Liban parce qu'elles sont toutes privatisées et elles ne sont pas publiques. Hein, il n'y a pas d'archives publiques, si j'ai bien compris, ou pas disponibles. Et puis, négocier entre les images, c'est-à-dire des captations de cette performance de la fusée, des images télévisées, des images d'archives, des images d'animation qui arrivent et qui s'insèrent dans le film. Donc, il y a aussi cette négociation-là qui s'opère à l'intérieur de ce que vous avez fabriqué. Il y a des images d'archives, par exemple, comme avec la Fondation Arapo, l'image, mais tout ça, mais ce sont tout le temps des initiatives privées. C'est ça
la difficulté un peu. Et puis, il n'y a pas des... Mais ici, c'était l'idée de produire des images inattendues. C'est-à-dire, depuis le début, avec Khalil, ce qu'on cherche, c'est produire des images qui nous correspondent un peu plus. En tout cas, nous, on a été des grands lecteurs, bien sûr, d'Edward Said, de l'orientalisme, on a beaucoup réfléchi sur ces questions-là. Et l'idée, c'est aussi de produire des images qui nous ressemblent et pas des images comme celles qu'on voudrait, qui sont produites par des films qui viennent de nos régions. Et donc, aussi, cette idée, par exemple, de produire... De produire des images de science-fiction, d'animation. C'est parce qu'on en voit très peu des images de science-fiction. Même nous-mêmes, elles ne sont pas à notre disposition. Est-ce qu'on se projette peu dans le futur? Excusez-moi. En fait, dans la négociation, il y a bien sûr l'idée de transformer le réel. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas les choses, on n'a pas ce cynisme-là de... Décoloniser, on dirait peut-être. Oui, on va essayer en tout cas, de déplacer certains regards sur certaines situations et essayer de rendre les conditions et les modes d'existence possibles, on va dire, dans ces endroits-là. Donc le réel est pour nous un matériau malléable, transformable, etc., pour essayer de rendre les situations... En tout cas, de révéler les complexités de ce qu'il y a. C'est tout un travail venant d'une situation, je dirais, où nous ne sommes pas dans le camp des vainqueurs. On a toujours une difficulté à faire comprendre des réalités de nos existences. Donc, il faut rendre compte parfois des complexités et de faire un travail d'analyse, de décomposition de tous ces épistémoés, on va dire, qui constituent des matériaux. Alors, contrairement au collage ou au montage, chez nous, ils sont, pour reprendre Godard, il utilisait la soupe. Il y a la soupe à morceaux et il y a la soupe passée. Nous, tout est mixé. Et donc, c'est tellement complexé. Et c'est vrai qu'il y a le montage et il y a le mixage. Et Joanna m'en veut énormément là. Parce que pourquoi non, jamais ce genre de métaphore. Voilà. C'est pas Grumeau. Donc, le mixage est très, très complexe parce que justement, on n'arrive plus à identifier, par exemple, une photo qui aurait des bords peut-être suturés, mais qui a quand même des bords. Et donc là, ça devient quelque chose qui est extraordinaire. C'est qu'il faut procéder là aussi à des analyses chimiques presque, là encore, pour pouvoir redistinguer les éléments, pouvoir recomprendre et révéler la complexité de certaines choses. Je pense que c'est une question d'imaginaire, n'est-ce pas? Donc nous, ce qu'on voudrait, on réfléchit sur l'écriture de l'histoire, sur ses constructions, ses fabrications, et sur l'imaginaire. Et ces images, elles vont nourrir un imaginaire. Notre imaginaire d'abord, et puis peut-être ouvrir des imaginaires différents. Et permettre, parce que tout est aussi une idée d'autorisation, s'autoriser soi-même, c'est extrêmement important. C'est décloisonner, décoloniser, si tu veux. Ces questions-là sont extrêmement au cœur des pratiques quand on fait des images. Et je vais faire un petit détour pour parler de ça. Quand il y a quelques années, très longtemps déjà, mais on a voulu faire un film au Yémen. Parce qu'on nous avait volé une copie d'un de nos films au Yémen. Et on s'est dit avec Khalil, mais qui va voler une copie de nos films? C'était un film assez lourd, les copies 35 à l'époque. Au Yémen, c'était pas un film culte, on va dire. Pourquoi Et là, ça a posé plein de questions dans notre tête. Et on a commencé à faire un film au Yémen. Et puis, il y a eu le 11 septembre. Et c'était Arte qui s'intéressait à ce film. Et quand on est revenu voir la personne en charge à l'époque, c'était après le 11 septembre, et elle nous a dit, mais non, on arrête tout ça, on ne va pas faire ce film de vous qui cherchez votre copie au Yémen, Ben Laden, yéménite, il y a des sujets plus importants maintenant que vous. Voilà. Et il a dit, c'est devenu anecdotique. Et nous, anecdotique, ça nous a... C'est notre truc, justement. On a
Society, on s'est dit, d'abord, on n'est pas toujours très bon dans les définitions. Donc, on a dit, ça veut dire quoi, anecdotique, en fait, exactement. Donc, anecdotique, c'est la petite histoire, mais c'est aussi l'histoire tenue secrète. L'histoire. Et là, on s'est dit, ben voilà, c'est exactement là où on va aller, dans l'histoire tenue secrète, la petite histoire, l'histoire qui est justement parallèle à l'histoire écrite officiellement, l'histoire qui s'écrit et qui s'apprend et qui se construit. Donc, ce film-là, il fait partie de ça. Les interstices. Ouais, les interstices. Mais l'anecdote, moi, je trouve ça très, très intéressant parce qu'on s'aperçoit que dans le champ de l'histoire des arts, finalement, l'anecdote, c'est aussi ce qui permet de déplacer, finalement, une confrontation directe avec ce qu'on voit. L'anecdote, c'est tout ce qui se passe du côté des sujets qui sont convoqués, c'est-à-dire on va un petit peu déplacer le sujet de cette confrontation brutale avec, on pourrait dire, la grande histoire, qui n'existe pas d'ailleurs, enfin ce schème complètement ridicule, en déplaçant un petit peu le regard à côté, quoi, et vers peut-être d'autres sujets. Moi, je m'étais aperçue finalement qu'en histoire de l'art, quand tout d'un coup on voit représenter des attributaires, les donateurs, donatrices, mais aussi des gens à qui les œuvres sont dédicacées, par exemple, voilà, dans les années 60, à partir des années 70, bien avant, à partir des années 60, 70, 80, il y a beaucoup d'œuvres qui sont dédiées à des gens. Et tout d'un coup, ça va introduire quelque chose de l'anecdote, effectivement, de la petite histoire, de relations, qui fait que la grande histoire, eh ben, elle est complètement déplacée. Et on va regarder, effectivement, la modernité différemment. Et avant de passer au troisième cas, j'aimerais bien qu'on parle justement de ce rapport anecdotique que vous entretenez avec cette histoire de la modernité dont vous parlez dans le Lebanese Rocket Society. En fait, pour nous, l'anecdotique, moi, je fais déjà des distinctions parce que parfois, l'anecdote peut être mal perçue parce qu'elle peut être une sorte de contrepoint subjectif qui vient demander un équilibre, une justification devant... voilà. Pour nous, c'est une stratégie de résistance et on va dire que nous souffrons de ce que nous on appelle les latences, c'est-à-dire de présence dont les conditions de visibilité ne sont pas forcément réunies. C'est-à-dire il y a des choses, mais les conditions de leur apparition ne sont pas forcément réunies, comme dans l'image argentique, entre le moment de la prise de vue sur le négatif, l'image est là, mais les conditions de sa révélation ne sont pas encore remplies. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ressent très, très fortement dans des positions où nous ne sommes pas... Du côté des vaincus. Voilà. Et c'est une position aussi de stratégie. Ça veut dire qu'on est là même si tu ne me vois pas. Ce n'est pas que je ne suis pas là. C'est-à-dire je suis là même s'il y a un discours qui se plaque chez nous, il y a des dissidences, pour reprendre le terme de Paul, ou des latences qui vont venir crier ou attendre que ce cri puisse devenir audible. Et elles vont s'incarner dans ces interstices, où l'anecdotique va devenir le moment où on pointe notre présence et la possibilité même d'avoir un récit. C'est là qu'on existe. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention aussi quand on dit vainqueur ou vaincu, parce que je crois que c'est plutôt justement dès qu'on a quelque chose, c'est toujours remettre en jeu en fait. Il faut tout le temps remettre en jeu les choses, désapprendre, surtout quand moi j'ai l'impression toujours de recommencer à penser depuis la base en fait et c'est vrai que sûrement je sais beaucoup de choses, mais très souvent j'ai l'impression que il faut absolument que je désapprenne tout dès le départ. Donc chaque position est différente parce que notre positionnement n'arrête pas d'évoluer, justement, il n'arrête pas d'être remis en question par les autres, mais il faut absolument qu'il le soit aussi par nous-mêmes. Et on n'arrive pas à se tenir, disons, quelque part. Et le film enregistre ça, généralement, dans le cinéma, dans le cinéma documentaire encore plus, on a la liberté de pouvoir... Par exemple, Lebanese Rocket Society, on a tourné un film avec Jeanne Lapoirie, qui est une directrice de la photo qu'on aime beaucoup, qui était un très beau film mélancolique sur l'absence d'image. Avec des travelling lents qui évoquaient les absences d'images et de ce projet-là. Et puis, quand on a trouvé ces images-là,
ce qu'on avait tourné devenait caduque. On voulait être mélancolique, nous. Tout d'un coup, on avait tout. Donc on s'est dit, bon, pour une fois, il va falloir raconter une petite conquête. Et au début, on avait beaucoup de mal avec cette idée qu'on allait raconter toute cette histoire, mais finalement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a fait la fusée, pour se mettre en danger, parce que l'idée aussi, c'était, il faut surtout pas être nostalgique, il faut surtout pas se dire, c'est le grand danger de notre région aussi, et du monde, de dire, avant, c'était mieux, avant, c'était, voilà, aujourd'hui, on est dans les extrêmes, aujourd'hui, c'est la catastrophe. Moi, je dis à chaque fois, je suis pas sûre que c'était tellement mieux. Si je réfléchis à l'histoire de mon grand-père, il a été exilé de Smyrne, il arrive au Liban, il y a des guerres successives, des famines, des maladies, voilà, il faut faire attention aussi. Mais ce qui est attristant, c'est qu'il y a toujours il faut toujours se mettre au combat, en fait, contre les extrêmes. Et c'est pour ça qu'il faut les négocier. Pas négocier avec elles, jamais. Jamais. C'est là où, évidemment, c'est très facile de passer au troisième extrait. Tu m'as fait la transition. Oui. De mes parents, je n'ai pas gardé grand-chose. Il est resté, quand ma mère est morte en 57, 10 ans après mon père, 2 tapis, un kilim et un tapis, et une valise de la Première Guerre mondiale en cuir rouge, dans lequel j'ai mis 1 ou 2 pièces d'argenterie, et j'ai mis un album de famille, des lettres que mon père avait envoyées à ma mère en français, et il y avait des photos de l'armée et une grande photo où il était avec Atatürk au milieu, l'état-major turc, et lui, 3 ou 4 officiers plus loin. J'avais, pendant des années, des amis arméniens, Ichmanians. Elles étaient 3 filles. Et j'ai laissé cette valise chez eux de 1957 à 1976-17. 20 ans. 20 ans. Voilà, le kilim was stored under the mattress of one of their beds, and the Bukhara rag was spread on the living room couch. The family would daily. Once or twice, my dad asked when I was going to keep up my thing. But I was feeling shy, for I felt it was going to be like pulling the rug from under their seat. Tu vois, I talked to Simone about my valise, but kept postponing. Vers 1977, Simone et moi, nous étions dans l'ancien Bab Idriss. Et nous voyons les 3 filles. Ah, j'ai décidé, on vient vous voir cette semaine. Simone dit, prendre les affaires des têtes. Et elle dit, c'est trop tard. Nous avons vendu l'argenterie et les tapis. Et les autres, on les a jetés. Nous partons après-demain à Los Angeles. Ils quittaient Beyrouth pour de bon. Je les ai vus au coin de cette rue, c'était fini. Ce qui m'a donné froid au dos après. Je me suis dit, ils ont ouvert la valise et ont vu cette photo des généraux qui étaient hommes sacrés. J'ai été triste qu'ils aient eu ce choc. Pendant 20 ans, ils ont eu pour eux ces monstres dans leur armoire, dans la chambre à coucher. Et moi, j'ai perdu ces documents à jamais. Et elle ferme le tiroir. Voilà. C'est incroyable cet extrait quand même. Hein.
Alors ça, c'est un film qui s'appelle Izmirna, en fait, qu'on a fait en conversation avec Etel Adnan, artiste, poète, notre ami, et nous étions liés par cette histoire d'Izmir parce que sa mère était née à Izmir, comme mon grand-père, et tous les deux avaient dû quitter. Sa mère était grecque, mon grand-père également. Ils sont partis en 1922 et plus personne n'est reparti à Izmir, ni mon père, ni Etel. Et en fait, on avait toujours ce rêve avec Etel, on va aller à Izmir ensemble. On va aller, parce que nous, on avait grandi dans des mondes remplis de ce lieu et des histoires en continu sur leur vie à Izmir. Et en fait, on n'a jamais pu aller ensemble, mais on a été filmé à Izmir et ramener des images à Etel. Et ça, le film tourne autour de cette idée. Et là, elle raconte cette histoire absolument folle de sa valise et qu'elle a laissée chez ses amies arméniennes. Parce que tout le film est autour de justement, son père était syrien, officier de l'Empire ottoman, ami d'Atatürk, et sa mère était grecque. Et donc, ils ont dû partir parce que, voilà, à un certain moment, ce n'était pas possible pour un officier d'être marié à un grec, et ils arrivent à Beyrouth, mais tous les deux sont défaits. Et elle grandit dans cette maison où tout le monde est défait, en fait. Et moi, j'ai grandi avec un grand-père avec lequel je vivais aussi, qui passait son temps à raconter ses histoires d'un ailleurs. Et ce qui est incroyable, c'est que Etel et moi, jamais on a pensé qu'on venait pas du même bord. Disons que son père avait quelque part poussé mon grand-père à partir, en fait. Et ça a été la tragédie de leur famille. C'était pas important. On le découvre au montage, en fait. C'est ça, au montage. Oui, très bizarrement, on y pense au montage, en fait. 20 ans après. C'est la monteuse qui nous dit « Mais vous voulez travailler sur cet aspect ?» Et là, on se regarde avec Khalil, on n'y avait jamais pensé. C'était assez incroyable. Elle parle de tirer tapis sous les tapis qui est tiré sous les pieds. Là, peut-être là, c'est vraiment l'image dans le tapis, quoi. Cette chose qui est là, mais qu'on ne. Et cette idée folle qu'elle a laissé cette valise avec les monstres dans le placard. Ce qui est extraordinaire chez une personne comme Etel, c'est que il y a certes la perte de toute une histoire, de toute son histoire, mais il y a aussi une empathie qu'elle a ressentie pour l'autre. Empathie qu'elle n'a pas réalisée au moment où elle a laissé. Et c'est ça où les significations se déconstruisent dans le temps aussi. C'est-à-dire qu'on réalise aussi ce qu'on a fait dans le temps. Ça perd parfois de certains phénomènes de dureté. Par exemple, quand Joanna réalise 20 ans après qui ne parlait pas du même endroit, mais que ce n'était pas grave. Et elle, ce rapport à la valise et à la peine qu'elle a sans doute provoquée à ses amis. Parce qu'en fait, ce qui était important, c'est cette idée du trauma, en fait. Ouais. C'est-à-dire que dans le film, Etel insiste sur cette idée que ce n'est pas notre tristesse, ce n'est pas notre trauma, c'est le leur, en fait. Et nous devons nous en défaire. Nous ne pouvons pas vivre avec le trauma des autres, même s'ils sont nos parents ou nos grands-parents. Nous devons nous choisir. Ça, c'est 40 ans d'analyse. C'est beaucoup d'analyse, peut-être, mais c'est aussi extrêmement important aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire que moi, quand j'ai été à Izmir, je te disais, et j'en parle dans le film aussi, j'ai eu l'impression que j'arrive là-bas avec cette histoire, les Turcs, ce qu'ils ont fait à notre famille et tout ça. Et en fait, j'ai juste l'impression de poser moi aussi des valises. Je dépose mes valises de toutes ces années accumulées. Et d'ailleurs, je fais un truc très primaire, je fais une allergie immense. C'est-à-dire, je suis couverte de la tête aux pieds de boutons. Et 2 jours après, quand je rentre à Beyrouth, je n'ai plus aucun bouton. C'est comme si j'avais expulsé, en fait, le trauma des autres que je ne voulais plus, en fait. Je voulais être dans une autre approche de l'histoire, dans une autre approche de ma propre histoire. Et je pense que ça, c'était très important dans le film, de dire ça. Et c'est ce pouvoir, pour revenir au côté performatif, c'est cette transformation
J'allais parler de la performativité là, du film qui effectivement performe quelque chose. Oui, directement. À ma surprise, je dois dire, mais effectivement. Et aussi, je crois, Ethel, quand elle laisse cette valise, je ne suis pas sûre qu'elle... Pour elle, les Ishmanian, les 3 filles, ce sont ses amies. Ce ne sont pas des Arméniennes qui ont été massacrées par les Turcs. Et son père était ami d'Atatürk. Et cette photo, ce sont ses amis d'abord. Parce qu'elle se choisit sa vie, est-elle, depuis le début. Elle fait des choix pour elle-même. Et c'est après, des années plus tard, justement, qu'elle s'en rend compte. Mais c'est donner réalité à un tel acte manqué, c'est quand même là encore une sorte de fonction performative du film qui est inouïe, quoi. Oui, parce que ce film, on l'a tourné pendant très longtemps, en fait. Oui. On allait chez elle, on posait la caméra, mais on parlait, c'était des digressions. Et en fait, ça a eu beaucoup de temps, et elle a écrit ce Leporello et son livre à propos de l'Empire ottoman à ce moment-là, parce que l'Empire ottoman est tout d'un coup devenu très important dans le film. De parler de l'Empire ottoman, c'est quand même crucial, même aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui. Donc, je crois que c'est à ce moment-là que la figure de son père est revenue et tout ça. Et ça a été effectivement performatif. Et ce qui est fascinant d'ailleurs quand on voit comment l'écriture d'Ethel recouvre à chaque fois les images d'archives finalement, comment tout d'un coup il y a cette volonté aussi de glisser 2 discours et d'éviter toute possibilité de nostalgie, puisqu'effectivement tout d'un coup la nostalgie en plus, bon voilà, des gens qui ont fait des actions qui étaient vraiment des saloperies, tout d'un coup l'écriture vient là pour donner une distance aux archives. Et ça, je trouve ça aussi très, très beau. Et le fait qu'Ethel lise en plus, c'est ce qu'elle a écrit. Voilà, on introduit quand même à la fois une très, très grande intimité et aussi une possibilité, effectivement, de ne pas être happé par le sentiment de fascination qu'on a toujours à l'égard des archives, qui est d'ailleurs un sentiment complètement faux, parce qu'on les regarde, on est complètement fasciné, puis en même temps, on s'en fout totalement. C'est très important, effectivement, tu as raison, de ne pas céder à la fascination. Et il y a la fascination, en fait, si on reprend, nous, dans le premier film, Je veux voir, on ne veut pas être fasciné par les ruines, n'est-ce pas? Parce qu'il y a aussi cette autre fascination, la fascination de la guerre, la fascination de la ruine, la pulsion scopique de je veux voir, je veux voir. Le film, quand il dit je veux voir, il dit, bien sûr, c'est Alain René, tu n'as rien vu. Voilà, c'est aussi ça, c'est Hiroshima, mon amour. Et pour Ethel, c'est aussi, on invoque les images des archives, on en fait d'autres, mais quelque part, on se libère. Parce que c'est ça aussi l'idée de faire les films, la performativité, c'est gagner un peu de terrain, empêcher la restriction du territoire ou se libérer pour un petit temps. Oui, c'est très important dans l'histoire de la pensée visuelle, finalement, les stratégies que vous mettez en place pour essayer de transformer, en tout cas, la norme visuelle et de transformer notre rapport au visuel. Et ça, c'est quelque chose qui traverse, finalement, les 3 extraits qu'on a vus. Sur la reconnaissance de certains éléments, quand on voit une image d'archive, on voit d'abord du temps, un certain décalage qui s'est passé. Et la condition de nostalgie est très très dangereuse parce qu'elle idéalise, elle mythifie, donc elle nous empêche de regarder ce que c'est. Donc ici, tout le travail est justement de pouvoir véritablement regarder et non pas mythifier ou non, notre travail est une déconstruction pour pouvoir regarder. Ouais. En fait, c'est ça qui importe, c'est pouvoir à un moment regarder les éléments tels qu'ils apparaissent et pas simplement un certain aspect. Pour reprendre l'exemple d'Ethel, elle reconnaît la perte de la valise, mais elle reconnaît aussi une autre réalité. Et c'est cette possibilité de pouvoir voir ce qui n'était pas visible, qui est très important. Je crois que c'est le travail aussi qui est possible au cinéma, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse au cinéma ou en art, c'est de rendre compte de ce qui n'est pas forcément de l'ordre du visible, de rendre compte des latences. Je crois que c'est un des articles qui m'avait le plus intéressé, c'était cette conversation avec Jean-Michel Frodon sur, justement, à propos de Je veux voir, sur le travail sur les latences et
qui sont comme des stratégies aujourd'hui éminemment contemporaines à propos de cinéma. Mais je crois que c'est l'idée aussi de voir, de voir, mais justement pas de montrer, que l'autre voit ou que je vois à travers les yeux. Quand on demande à Catherine et Rabia de partir avec nous, c'est parce que ils vont nous aider à voir. Et il y a un moment dans le film où le noir arrive parce qu'on n'arrive plus à voir et il s'installe. Et puis c'est par l'histoire du cinéma, Rabia qui va réciter Belle de jour et ils vont parler de cinéma, que l'image revient. Et je pense qu'on voit à travers le regard de l'autre, on voit à travers les images des autres, ces images-là, et à travers leurs mots. Donc, mais dans une action, disons, de voir vraiment dans l'action. Et bon, moi je voulais, puisque je crois qu'on pourrait peut-être accueillir quelques questions, je voulais terminer sur ce qui me paraît aussi vraiment intéressant, c'est justement le statut que vous proposez à la performativité dans vos films, qui n'est pas seulement la performativité des humains qui font quelque chose. Et je voulais juste citer la grande théoricienne, physicienne, féministe américaine Karen Barad, qui dit la performativité a été pensée presque exclusivement comme affaire humaine, en particulier lorsqu'il s'agit de différencier l'humain et les autres non-humains. Alors à quoi ressemblent les analyses performatives de l'abjection, la suggestion, l'agentivité et la matérialité lorsqu'il s'agit de non-humains? La foudre, les neurones des raies, les universitaires, les atomes et peut-être le documentaire. Hein? Est-ce que vous avez des questions ? Des remarques? On en a une là. Oui, quand vous parlez évidemment de ce travail que vous faites de déconstruction d'un certain type de regard, justement en utilisant la performativité et tout ça, moi j'aimerais en fait vraiment vous entendre parler de comment vous travaillez à vous deux, parce que c'est un peu la raison pour laquelle on vous a invité. Et donc peut-être c'est une question qui vous fâche, je ne sais pas, mais vraiment on voudrait comprendre comment la parole, les idées, voilà, comment vous vous arrangez pour travailler ensemble en tant que couple, en tant qu'homme et femme, pour rester vraiment au cœur du sujet de cette journée. Voilà. Merci. Oui, je pense qu'on était quand même au cœur du sujet. Parce que justement, quand on a parlé tous les trois et avec Racha de cette invitation, c'était très important cette idée du genre, mais peut-être pas exactement là où on aurait pu directement aller par rapport à la journée. Disons, c'était plutôt l'idée de ce brouillage. De brouillage avec Khalil. Bon, je crois que là, on a essayé avec Elisabeth justement de montrer en quoi nous répondions totalement à cette question. Mais je pense qu'il y a aussi cette idée que, bien sûr, on travaille à deux. Et je crois que le problème, pas le problème, pardon, la question c'est celui du rapport de force, n'est-ce pas? Le rapport de force, mais que nous n'avons pas arrêté d'en parler. C'est-à-dire que ce sont ces stratégies-là. Et quand on est à deux, nous, depuis le début, ce qui nous intéressait, c'est que on se voit un peu comme un collectif en action, et pas comme un duo comme ça qui va parler de lui-même. C'est pas notre sujet, même si on n'arrête pas de parler de soi. Mais je crois que nous, on fait des petites guérillas, disons, à deux. Et on n'a pas d'ego. C'est-à-dire que je crois que le plus important quand on travaille ensemble, c'est de se dire la question de l'ego, on la liquide rapidement parce qu'elle n'est pas intéressante. Et la question de la collaboration, elle demande la zéro frustration. Parce que si je commence, moi, à faire une concession à Khalil et lui m'en faire une, et puis on finit par se haïr, en fait. Et nous, on a envie de travailler ensemble. C'est un désir. Et de ce désir, en fait, naît l'écoute de l'autre. Et puis parfois, on peut faire des combats et des conflits l'un contre l'autre énormes. Mais
il n'y a pas quelqu'un qui va... C'est pour ça il n'y a pas un vainqueur, un vaincu. Il y a autre chose à trouver à ce moment-là. Ça veut dire que ça ne va pas. Si on arrive à se disputer et qu'il y en a un sur un plan, par exemple, ça peut nous arriver, sur la position de la caméra, sur un personnage, sur une stratégie, c'est quelque chose qui ne va pas s'il y a conflit. Je pense que c'est ça qui est très important, et de trouver quelque chose d'autre. Et pour reprendre votre question, vous vouliez comprendre. Moi aussi. Franchement, je ne comprends pas encore véritablement, parce que ce n'était pas, c'était pas intentionnel, ce n'est pas programmatique. On ne sait même pas si ça va durer. Dans le sens, pour l'instant, ça dure. Mais ce ne sont pas des figures de style, ce dont je parle. C'est véritablement quelque chose qui est ressenti. C'est-à-dire que Joanna, quand elle vient et qu'elle fait un film sur sa famille, ce n'est pas censé me concerner. Et pourtant, je le reconnais complètement comme mon film. D'ailleurs, je dis que c'est mon film. D'accord. Même s'il y a un côté possessif qui est très étrange pour Elisabeth. Il n'empêche que ce travail, c'est le travail de ce territoire qu'on essaye de créer, qui est un laboratoire, en fait, qui est une façon d'être, et où on ne sait pas exactement, on n'a pas prévu de continuer, mais pour l'instant, on est mu par les mêmes choses, et donc, on se retrouve dans le même sillon. Je crois aussi, c'est que quand on fait un film, soyons sérieux, c'est une équipe qui fait un film. Ah oui. N'est-ce pas? Donc, moi, j'ai toujours été très sensible à cette idée du total collectif dans un film. Je demande l'avis de tout le monde m'intéresse. Ce que je veux, c'est faire dérailler la machine, disons. Ça, c'est très important quand on fait un film. Et donc, pour moi, c'est jamais... Il y a bien sûr, après, il y a la question de l'auteur. C'est un film de nous deux. Mais pour moi, c'est un film de nous tous, vraiment. Et donc, la collaboration, elle est difficile à expliquer parce qu'elle est continue avec plein de gens. J'ai l'impression de collaborer avec vous aujourd'hui, par exemple, ou tout à l'heure quand tu parlais, ça n'arrête pas. Et c'est ça qui est important aussi, de se dire que les films, même les actes artistiques, on les fait à plusieurs, vraiment. Et pour revenir sur cette matière à penser, même un film terminé, on a parlé tout à l'heure de la salle comme un moment où on apprend ce qu'on a fait, mais même dans le temps. Les raisons pour lesquelles on fait un film aussi changent dans le temps, même s'il est terminé, mais il n'est pas terminé. Donc c'est ce travail où les couches, ce palimpseste, vont à un moment, on va presque comme dans un laboratoire essayer de les dégager, essayer de lire, vous savez, avec des instruments. Il y avait cette couche et cette couche et cette couche, elles sont toutes là. Mais elle laisse différents genres de traces. Et ces sédimentations-là sont passionnantes à étudier. Oui, parce que c'est comme si, pour moi, on a répondu vraiment à la question. Hein. C'est-à-dire que le documentaire a-t-il un genre? C'est pas les auteurs du documentaire ont-ils un genre, c'est le documentaire a-t-il un genre. Bon, on a pris le truc à la lettre et on a essayé de... Voilà. Comment justement, quand même, parler du genre sans parler des technologies et des outils qui le fabriquent, c'est pas possible. Donc, je veux dire, tout d'un coup, on est aussi rendu à la fabrication des subjectivités, qui ne sont pas celles des auteurs, là, en l'occurrence, mais aussi, qu'est-ce qu'on peut penser aussi? Enfin, c'est ce que essaye de penser, justement, une théoricienne des sciences comme Karen Barad. Comment peut-on penser la subjectivité en dehors des auteurs, en dehors des spécificités humaines de ces subjectivités? On peut aussi essayer aujourd'hui, et c'est ça notre contemporanéité, de penser autrement et de penser aussi en prenant en compte les outils qui les fabriquent, quoi. Et voilà. Donc, je trouve qu'on a vraiment fait disserte là. Hein. On a fait première, deuxième, troisième partie. On a essayé d'être hyper. À vous de nous le dire, mais oui. Peut-être pas réussi, mais on a fait plan Sciences Po. 1, 2, 3. Parlant de 1, 2, 3 et des 3 cas que vous avez présentés, j'ai trouvé vous n'avez pas parlé de genre comme tel, mais vous avez mis en œuvre cette critique du genre en commençant par l'excès de féminité de Catherine Deneuve, la déconstruction un peu de Catherine Deneuve, palimpseste, Belle de jour et tout ça, mais avec la bière où le courant vraiment ne passe pas, c'est pas une relation de séduction. En allant
au fusée qui est mise à nu, le fusée, l'objet phallique, qui est complètement mise à nu, qui est complètement, c'est pas une fusée pour tuer l'autre, pour exploser, mais c'est une curiosité, c'est une rencontre. Et à la fin, est El Adnan qui transcende et masculinité et féminité, mais aussi identité politique et appartenance qui est sous-jacent dans tout le récit et tous les documentaires. Il y a vraiment une critique un peu de ces idéologies, de ces dispositifs politiques qui sont liés à cette question de genre, que je trouve il y a une déconstruction subtile, mais pas si subtile, qui évolue de je veux voir jusqu'à Izmir, jusqu'à Smyrne. Une réflexion, mais aussi une question, si vous voulez commenter plus là-dessus. J'aime beaucoup cette analyse, mais je ne vais pas par rapport à ce que on disait, c'est-à-dire que voilà, il y a des significations qui adviennent, qui ne sont pas forcément intentionnelles ou montées, mais qui, bien sûr, après Deneuve, le fait de vouloir travailler sur un objet aussi phallique, c'était quelque chose qui était pris en compte, mais qu'il fallait tout le temps déjouer, détourner. Oui. C'est sûr que... D'ailleurs, tu disais très justement qu'il n'y a jamais eu des films qui montraient, montraient le décollage de la fusée, mais voilà, les films explosaient en vol, en fait, encore plus que les fusées. C'est aussi la façon dont on les voit. Si vous vous souvenez, à la fin de la bande-annonce de Lebanese Rocket Society, il y a ce photographe qui dit est-ce que je suis idiot, nous, j'ai raté la fusée, alors que nous, on la trouve sublime, cette photo. On lui dit mais elle est superbe, ta photo, et tout. Il dit mais c'est quoi cette trace, en fait? La trace, et c'est là, nous, on vient, on est dans la trace. Ça, c'est une vraie analyse de genre. Oui, ça. Rater la... Hein, voilà. Oui, bonjour. Vous avez répondu en fait à la question en passant par tous vos chemins. Le rapport entre vous deux auteurs de subjectivité, de genre féminin-masculin, vous citez souvent Godard, donc le rapport entre, c'est la troisième image, c'est le troisième film. Est-ce que finalement, certains de vos films ne sont pas des films qui vous échappent à l'un et à l'autre et deviennent, donc, vous m'avez répondu. Alors donc déjà, on a fait un bout de chemin. Par ailleurs, nous sommes en train de produire un film au Liban. On travaille avec Yasmine Chemaili, etc. sur cette affaire de la fusée. Je connais votre film qui est très intéressant, qui est un peu carnavalesque, hein, de promener comme ça la figure de la fusée à travers Beyrouth avec ce qu'on peut imaginer au niveau de la géopolitique, missiles, etc. On voulait savoir, et peut-être qu'on vous rencontrera à cet effet, si vous avez exploré toutes ces images disparues dont des fonds remontent, les fonds photographiques du début du XXe siècle concernant Beyrouth sous les Ottomans, etc. Et si vous aviez un peu travaillé sur cette mémoire particulière du Liban, qui, après le protectorat français, tout ce qu'on sait, et pas si travaillé que cela, finalement, ou représenté ou reproduit, puisqu'on est dans les questions, l'art de la représentation, la reproduction, enfin, c'est ce que j'ai cru entendre depuis ce matin. Bon, représenter, reproduire, c'est pas tout à fait la même histoire. Représenter, c'est déjà une fiction. Comme disait Schopenhauer, on a des fictions partout. La reproduction, c'est l'art de reproduire le réel. Et donc, ça peut poser aussi beaucoup de questions, mais en tout cas, mettre la main sur ces images disparues, vous avez parlé de ces travelling, tout ça, et ces monstres, ces Ottomans, c'est magnifique. C'est un peu notre sujet de montrer ces photos que plus personne ne voit et qui ont signé des moments funestes. Voilà. Et bravo pour vos travaux. Merci beaucoup. Je pense que je vais juste, on pourra en reparler, mais je crois que plus que jamais, on se rend compte qu'on a besoin de montrer des images de cette période-là. Surtout ces derniers temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et des narratives tellement différentes chez les uns et les autres, qu'il y a des récits, des images qui doivent être invoquées. Et je crois qu'on a à peine commencé, en fait, à défricher et à retrouver les archives et les documents et les histoires. Et il y a une grande importance à faire ce travail, je crois, oui. Mais dans l'idée de raconter un récit et une pluralité de récits. Oui. Mais comme un regard très large. Mais les archives, comme l'archéologie, c'est une politique.
Donc il faut savoir ce qu'on cherche pour voir ce qu'on veut trouver. Qu'est-ce qui a été indexé, comment ça a été indexé, comment ça a été archivé. L'indexation, c'est l'écriture de l'histoire. Et le problème, c'est d'aller contre l'indexation pour trouver d'autres choses qui ont été écrites différemment ou indexées autrement. Et ça a été un énorme travail sur Lebanese Rocket Society parce que dans l'indexation, on ne trouvait pas les choses. Mais surtout, c'est à partir du moment où on change de grille de lecture. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les mots ne vont pas opérer de la même façon. Il y a des mots qui étaient valables dans un schéma, dans une perspective, dans ce qu'on voit. Je vous rappelle que même les Américains avaient vu les camps d'extermination, mais ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient des usines, donc ça n'a pas opéré. Ils ne les ont pas reconnus. Ils ne les ont pas reconnus. Donc c'est... Oui, mais c'est... Vous devez un micro. Mais tout est contexte. Par exemple, le film de Paul Preciado finit juste sur cette histoire de passeport. Oui, mais une distribution de passeports. Les migrants, parce tu en as parlé, ils jettent leur passeport. Ils jettent leur passeport parce que sinon, s'ils sont attrapés, ils sont renvoyés d'où ils viennent. Donc vous voyez, chaque contexte va déterminer des choses. Oui. Moi, je voudrais revenir sur Je veux voir, que j'avais vu au cinéma en son temps, en 2008, je crois, ou 2007, je ne sais plus, 2008. Qui m'avait beaucoup impressionnée. Et là, de revoir le corps de Catherine Deneuve après l'intervention de Paul Preciado, c'était très étonnant parce que tout à coup, on voit Catherine Deneuve comme on ne la voit jamais, quoi. On la voit marcher de manière très décidée, on la voit un peu perdue, se questionnant, ne sachant pas très bien que faire et où aller. Et j'ai évidemment compris au travers de ce film et de tout ce que vous venez de dire que c'est précisément cela que vous cherchez, à savoir que la comédienne tout à coup soit dans une espèce d'errance, que la direction d'acteur n'existe pas, où elle est très floue et vous cherchez l'accident, les marges des intentions. Et on se dit, enfin moi je me dis en tous les cas, qu'on a l'impression que vous montez même ce qu'il y a avant la prise et après la prise. Et ma question qui rejoint le thème d'aujourd'hui, c'est dans votre travail à tous les deux, qui dit moteur et qui dit coupé? Juste, direction d'acteur, il y en a beaucoup, mais qui sont préalables presque. C'est justement à défaire parfois des automatismes que certains acteurs ont, etc. Défaire des situations. Parce que généralement, quand on est dans une situation qu'on ne connaît pas, on a tendance, c'est presque humain, quand on a peur de quelque chose, à se raccrocher à du connu ou à du déjà fait, etc. Donc il faut créer des conditions pour accepter de lâcher prise pour pouvoir être entraîné ailleurs. Donc ça, c'est sur... Je pense qu'en fait, c'est difficile à comprendre, mais ce n'est pas défini. C'est-à-dire, nous, depuis, nous n'aimons pas beaucoup cette histoire de définition. Une des premières œuvres qu'on a faites, ça s'appelle « Beyrouth n'existe pas », le cercle de confusion, justement, cette idée que c'est une grande photo de Beyrouth, découpée en 3000 morceaux et collée sur un miroir, et les spectateurs vont prendre des morceaux. Et derrière chaque fragment de l'image, c'est écrit « Beyrouth n'existe pas ». Et plus on enlève l'image, plus le miroir fait que c'est vous que vous regardez, en fait. Et cette histoire, elle est très fondamentale dans notre pratique parce que, justement, il n'y a pas quelqu'un qui va dire moteur ou voilà, on n'a pas défini ce rôle-là. Et ça nous a joué beaucoup de tours. Ça a été quelque chose de très problématique dans notre vie parce que, mais qu'on revendique absolument. Beaucoup de gens disaient oui, mais moi, je veux bien financer ce film, mais je veux savoir qui tient la caméra, qui parle aux acteurs, comment vous travaillez ensemble.
Et en fait, on ne sait pas, parce que chaque fois, c'est différent. Chaque fois, et ce n'est pas des rôles préétablis. C'est chaque fois, il y a une situation, je vais m'entendre un peu mieux avec cette personne. Donc, en se regardant, c'est moi qui vais aller lui parler, ou Khalil a une idée. Il n'y a pas, et justement, il y a un brouillage, et c'est ça qui nous intéresse. C'est qu'on ne sait pas même, je ne sais pas ce qu'il va raconter là quand il parle. Vous voyez, et parfois, je m'inquiète. Mais bon... ce brouillage. Mais c'est ça, c'est très important de pas avoir pris cette décision, comme on n'a pas non plus pris la décision de si on travaillait dans le monde du cinéma ou dans le monde de l'art, parce que pour nous c'est exactement la même chose. Et souvent, en fait, on nous dit, en fait, vous êtes des cinéastes qui faites de l'art ou vous êtes des artistes qui faites des films. Et comment c'est en fait d'être à deux? Il y en a un qui fait plus artiste et l'autre qui fait plus cinéaste. Mais en fait, non. Et je ne sais pas. Et pour moi, c'est toute une recherche. Ça n'arrête pas, en fait, d'infuser. On n'est pas les mêmes du tout. Du tout. On n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas les mêmes positions, etc. Mais on ne sait pas qui on va être en même temps au moment où on est sur le plateau. Vous voyez, c'est très organique, en fait. On se rend compte que sur un plateau, on a beaucoup de décisions à prendre et c'est très organique et on change d'avis. Et je me contredis continuellement. Je le contredis, il me contredit, je me contredis, il se contredit. Donc, vous voyez, il n'y a pas de position. Mais à un moment, le problème du couper, c'est d'être sûr qu'on ne va pas couper trop à l'avance. Et c'est aussi le problème du respect quand on travaille avec l'autre. Ce n'est pas de couper, c'est de le regarder pour être d'accord qu'on coupe. C'est très important. On vient de les inquiéter. Mais ça non, alors, pour les gens d'Arte, on s'entend très bien sur un plateau. Ça se passe très bien. On n'est jamais en dépassement. Mais ça crée quand même les conditions d'une certaine jubilation sur parce qu'on sent les choses qui se font ou qui adviennent. Même, je veux voir, quand on a commencé le tournage, elle nous avait donné 8 jours. Franchement, c'était un court-métrage. 6 jours. 6, oui, on a tourné 8. Mais donc, on n'imaginait pas. Mais c'est parce qu'il se passait quelque chose qu'on a senti que c'était en train de se changer. C'est très, en fait, on a tourné un court-métrage. Et en fait, en montant, c'est devenu un long-métrage. Et on avait très peur d'aller dire à Catherine, c'est un long-métrage, Catherine, parce qu'elle nous a dit, je veux bien faire un court-métrage avec vous. Et donc là, tout d'un coup, on avait un long-métrage. Donc on l'amène, on se retrouve et on lui dit, Catherine, c'est un long-métrage. Elle a dit, c'est pas grave. D'accord. Elle dit toujours d'accord. Puis après, on lui a dit, Catherine, le film va aller à Cannes. Elle a dit, d'accord, mais je veux le voir. Mais voilà, on ne sait pas ce qu'on fait toujours. Et c'est ça qui est formidable, c'est de pouvoir... Il y a fondamentalement une question de cinéma. Il y a l'idée de la rencontre. C'est bressonien peut-être, mais c'est ça. Même là, dans un mot qui peut... On rencontre un mot et ça nous envoie dans une direction. Une personne nous dit quelque chose, c'est inspirant. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que ce n'est pas... C'est ni moi, ni elle, parce que même moi, je suis tellement de palimpseste et elle aussi, etc. Donc c'est compliqué. Et c'est ça qui est formidable. C'est d'essayer d'espérer que ces rencontres vont continuer à produire quelque chose. Et quand je reviens sur les produits chimiques, et sur les réactions chimiques, c'est que les réactions chimiques produisent des choses tant que les agents sont encore actifs. Et que parfois, on a tendance à imaginer qu'on perd de la puissance active. Et donc, il ne faut pas... C'est la seule chose, c'est qu'il ne faut pas... On veut nous faire croire ça. Oui. Voilà, c'est démonter aussi la chaîne de production d'un certain point de vue, quand même. Voilà. Vous essayez aussi de défaire les maillons de cette chaîne. Et ça, c'est important. Elisabeth, Johanna et Khalil, merci infiniment. Merci de l'invitation, de nous avoir écoutés.